Elle est là, dans sa chaumière au creux des bois, remuant dans son chaudron l'épaisse potion à l'odeur pestilentielle. Elle danse. Elle danse la peur et l'effroi autour de l'élixir mortel. Sa capuche noire laisse entrevoir ses yeux maléfiques et son nez crochu. Elle est là. Mais nous aussi on est là. Alors éteins la lumière, allume les bougies, chevauche ton balai, on y va. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, une nouvelle page du grimoire se tourne. Après avoir parlé de sang et de chatte en mousse, nous parlerons d'un sujet plus foudroyant. Dans ce chaudron, vous trouverez des cris de douleur, de revendication, de reconnaissance, saupoudrés de folie sorceresque. Je le rappelle, on a un glossaire rien qu'à nous, et ce mot, il vient de Ange. Ce 3e épisode s'intitule « Une vie de douleur, on préfère en jouir ». Comme vous le savez maintenant, l'épisode se décline en 4 parties différentes. La chouette gazette, les astuces de Baba Yaga, par les cheveux blancs de Mama Yuba, et enfin la dernière partie, le cercle des sorcières. Donc servez-vous le meilleur élixir de votre cave, cette fois la bougie est facultative, et installez-vous confortablement. C'est parti! La douleur des femmes n'est pas prise en compte aussi sérieusement que celle des hommes. C'est ce que déplore une nouvelle étude publiée en mars dernier dans le Journal of Pain. À travers 2 expériences, les chercheurs ont ainsi démontré que pour une intensité de douleur similaire, la douleur des femmes est sous-estimée par rapport à celle des hommes. Donc la douleur des femmes est moins prise au sérieux que celle des hommes. Selon une récente étude publiée le 5 mars 2021 dans le Journal of Pain, les femmes sont moins prises au sérieux que les hommes lorsque les 2 sexes expriment une intensité de douleur similaire. Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont mené 2 expériences. La première consistait à montrer à 50 participants diverses vidéos de patients, femmes et hommes, souffrant de douleurs à l'épaule. Pour Elisabeth Lozin, professeure de psychologie, directrice du laboratoire de neurosciences de l'Université Miami et co-autrice de l'étude, l'un des avantages de l'utilisation de cette vidéo de patients qui souffrent réellement d'une blessure, c'est ce que nous avons... les évaluations des patients sur leur propre douleur. Nous avions une vérité de terrain avec laquelle travailler que nous ne pouvons pas avoir si c'est un stimulus avec un acteur prétendant souffrir. Les expressions faciales des patients ont ensuite été analysées grâce à un système informatique basé sur l'anatomie, ce qui a permis d'obtenir un score objectif de l'intensité de la douleur des patients. En visualisant les vidéos, les participants de l'expérience ont ensuite été invités à évaluer l'intensité de la douleur des patients sur une échelle de 0 à 100. Lors de la seconde expérience, ce sont 200 participants qui ont été invités à évaluer l'intensité de la douleur des patients, tout en remplissant un questionnaire. Il en ressort qu'à intensité de douleur égale, les participants ont majoritairement estimé que l'homme souffrait plus que la femme. Les résultats des expériences ont ainsi montré que la douleur des femmes avait tendance à être sous-estimée par rapport à celle des hommes. Mais ce n'est pas tout. L'étude rapporte également que ces stéréotypes de genre liés à la douleur ont eu des conséquences sur les traitements choisis par les participants. En effet, les personnes chargées d'évaluer et de traiter la douleur des patients ont eu tendance à prescrire plus de psychothérapie aux femmes et plus de médicaments antidouleurs aux hommes. En outre, les hommes étant vus comme plus résistants à la douleur, leur souffrance est davantage prise au sérieux lorsqu'ils l'expriment. Selon Elisabeth Lozin, si le stéréotype est de penser que les femmes sont plus expressives que les hommes, peut-être même trop expressives, alors la tendance sera de ne pas tenir compte des comportements douloureux des femmes. Les auteurs de l'étude concluent ainsi « Ces résultats suggèrent que les préjugés sexistes dans l'estimation de la douleur peuvent être un obstacle à une prise en charge efficace de la douleur et que des approches expérimentales pour caractériser les biais, comme celle que nous avons testée ici, pourraient éclairer le développement d'interventions visant à réduire ces biais. » Donc ça, c'est une rédaction de Florine Dergelais, rédactrice, qui date d'avril 2021. Donc je vous laisse pour les astuces de Baba Yaga avec Anastasia. Parler de la douleur en ce qui concerne les femmes semble davantage représenter un gouffre sans fond qu'autre chose. Alors parler de conseils ou de tips en la matière m'a semblé bien difficile, voire contradictoire. Je vais donc commencer en vous racontant une histoire. Il s'agit de l'histoire d'un enfant qui était dans le ventre de sa mère. Le jour de sa naissance, il lui était difficile de percevoir toute l'effervescence de sa venue. Sa mère en pleurs était là, heureuse de rencontrer cet enfant. Cet enfant fut serré dans les bras de cette maman. Cette dernière arrivait à lui apporter de l'amour pendant que d'autres personnes s'affairaient à la recoudre.
Lors de sa naissance, on lui indiqua qu'elle était une fille. On lui donna un nom et elle grandit. Il y avait beaucoup d'adultes autour, indiquant toujours des conseils. Tu sais, il faut souffrir pour être belle, lui disait-on pendant qu'on lui brossait les cheveux. Un jour, elle vit une pub avec des filles qui s'épilaient. Alors elle essaya, pensant tout simplement que c'était normal. Elle commença par s'épiler les sourcils, car les autres pouvaient voir les poils. Elle continua avec ses jambes, ses aisselles et son pubis. En même temps, son corps avait tellement changé depuis qu'elle avait ses règles. Ah, ses règles, toute une histoire. On lui a bien expliqué que c'était normal d'avoir mal, que c'était pareil pour toutes les filles. On s'y habitue, tu verras, lui dit tendrement sa mère. Mais elle était clouée au lit 2 jours par mois, tous les mois. Et puis les autres filles disaient aussi qu'elles avaient mal. Donc bon, elle était peut-être plus sensible que la moyenne. Elle grandit et rencontra quelqu'un. Ce quelqu'un était charmant avec elle et ils habitèrent très vite ensemble. Ils eurent un premier enfant. Pendant sa grossesse, on s'occupait bien d'elle et on continuait de lui donner de nombreux conseils. Il fallait qu'elle soit déjà une bonne mère. On lui indiquait qu'il était important qu'elle prenne ses affaires de toilette, son maquillage et son lisseur à la maternité. Il fallait qu'elle soit belle pour l'arrivée de son bébé et pour son compagnon. On ne se laisse pas aller quand même pour ça. Et même si elle allait avoir mal durant l'accouchement, cela fait des siècles que c'est ainsi, mais aujourd'hui on a de bons médecins, donc bon. Et puis, est-ce qu'elle voudra de la péridurale ? Parce que bon, c'est plus facile avec ça maintenant. Enfin, faut-il encore que ça fonctionne ? Ça arrive souvent que ça rate, lui dit-on. À la naissance de son enfant, elle eut des douleurs en effet, mais on lui avait dit qu'il ne fallait pas trop en parler. C'est surtout les fils qui la gênaient. Lors de l'accouchement, une déchirure s'était faite et elle avait été recousue. Puis arriva les montées de lait et le retour à la maison. Puis plusieurs mois passèrent. Et monsieur commença à s'impatienter de plus avoir de rapports dits normaux, selon lui. Alors les rapports sexuels avec pénétration reprirent. Ça faisait mal. Mais il fallait supporter. La vie continue. Face à une telle histoire, que puis-je dire ? Ai-je trop grossi le trait ? C'est bien une histoire fictive, mais pourtant je tire ces mots de personnes qui m'ont fait ces retours. C'est des témoignages que j'ai accumulés, car ces douleurs sont complètement intériorisées par toute la société. À cela s'ajoute un manque cruel de connaissance de la réalité des femmes ou de toute personne ne correspondant pas à un archétype stéréotypé de l'homme. On s'intéresse moins à la santé des femmes, qui se doit de se calquer à celle des hommes. Ça me fait vraiment penser aux signaux de la crise cardiaque qui ne sont pas les mêmes chez une femme que chez un homme. Et pourtant, on sait que depuis peu qu'ils sont différents. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, je me suis rappelé de ce terme de sorcière. Ce mot-clé fait partie de l'ADN de notre podcast. Et les sorcières ne sont pas en reste côté douleur et souffrance. Il suffit de se rappeler la chasse aux sorcières, qui ont laissé cette chasse qui a eu lieu dans les années 1560 à 1680. Et donc, face à ces douleurs et cette souffrance, quelle serait la réponse d'une sorcière ? Baba Yaga offrirait sans doute des crânes pour se débarrasser des ennemis. Mais ici, qui sont-ils ? Si c'est toute une société, il va en falloir des crânes. Bellatrix Lestrange ferait sans doute subir toutes sortes de tortures à la première personne qu'elle croiserait si elle subissait ces douleurs. On va peut-être éviter de la suivre sur ce coup-là. Quant à Morgane Le Fay, elle hypnotiserait nos politiques pour permettre à cette question de la douleur d'être réellement considérée comme une question de santé publique. Le dernier point est intéressant, mais semble bien loin de nos capacités de simples mortels. Quoique, ce n'est pas d'hypnotiser des gens ou prodiguer des conseils qui va nous aider, mais plutôt de prendre réellement en considération la douleur. À tous les niveaux, individuel, politique, médical, sociologique, et j'en passe. Il est indispensable de considérer les femmes et toute personne vivant des douleurs minimisées par notre société, d'ouvrir les yeux, de les écouter, et de créer des espaces permettant une prise en charge réelle de ces douleurs et de ces personnes dans toute leur singularité. Et je terminerai en citant plusieurs associations actives sur ces questions. L'association Périnée Bien-Aimée, association pour la promotion du diagnostic et de la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. L'association Endo-France, qui lutte contre l'endométriose, une maladie qui nécessite encore une moyenne de 7 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. L'association Endobraise est mandatée par l'Agence régionale de santé, l'ARS Bretagne, pour améliorer la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose sur le territoire breton. Alors un grand merci à ces structures pour leurs actions. Mais n'oublions pas que c'est aussi dans le cadre d'un mouvement global où chacun, chacune d'entre vous peut jouer un rôle pour que les normes de la société bougent. Allez, autour de la chronique par les cheveux blancs de Mama Yuba.
Alors, je pense qu'après cette chronique, les gens ne me verront plus tout à fait de la même façon. Et si certains connaissent un petit peu mon côté border, d'autres vont le découvrir. Pour cet épisode, j'ai imaginé un truc un petit peu particulier. J'ai eu envie de me mettre à la place d'un endomètre. Ouais, je sens déjà le malaise arriver là. Donc pour débuter, je vais vous faire un petit topo sur mon logement. Donc je suis un endomètre. Mon logement, c'est chaud, c'est humide, c'est sombre et c'est pas meublé. Vous voyez le gouffre de Padirac, c'est un peu la même chose, mais en plus chaud et il y a beaucoup moins de visiteurs. Bon, parlons de moi. Je suis un amas de cellules, flasque, sans ambition et suicidaire. On dirait mon ex. Et tous les mois, je me désquame. Celui-là, je l'ai pas inventé, c'est promis. Je me désintègre sous l'ordre des ovaires, je suis un vrai soumis et je coule vers la lumière. Et à chaque fois que j'arrive à la porte des secrets, j'entends ma proprio gueuler « Putain, merde, déjà !» Après quoi, elle prépare ma réception et parfois j'arrive sur un petit coussin blanc hyper confortable, meilleur endroit. Il y a pas longtemps, je me suis même retrouvée dans une espèce de petite coupe en silicone, genre j'avais l'impression d'être un élixir, le meilleur millésime du monde recueilli avec soin et délicatesse. Vous savez où j'ai terminé ? Dans les chiottes du Ouigo Rennes Paris. Bon, maintenant, vous savez pourquoi il y a des petites fleurs sur le bord des rails de train. Le plus étrange après ces quelques jours à me désintégrer, c'est que je me ressuscite. Je revis constamment le même mois. On se croirait presque dans Un jour sans fin. Vous voyez le film où le gars il revit toujours la même journée ? C'est pareil, sauf que moi c'est un peu plus abyssal. Et purée, à ce moment-là, je me sens tellement bien, comme si j'avais à nouveau retrouvé une raison de vivre. Là, en général, c'est le moment où je me gave. Je grossis à bloc, je prends tellement de place. C'est un moment où je dois quand même être un peu vigilant. Je dis vigilant, parce que rappelez-vous, je suis toujours un endomètre. Parce que parfois, à cette période, peut y avoir des petits squatteurs, genre des petites bulles de savon avec un mini-humain dedans, qui essaient de venir s'installer chez moi, sur moi. Et après, on sait ce que ça donne. Fini les chiottes du Ouigo, fini les matelas confortables. C'est arrivé une fois où il y a eu un squatter. Et quand c'est arrivé, je sais pas pourquoi, mon logement il s'est agrandi et on est passé d'une chambre de bonne à la maison de Nabila. Bon là, j'ai essayé de trouver une blague à faire avec le shampoing, mais je me suis dit que mon histoire était déjà assez claquée au sol pour que j'en rajoute. Et à partir de là, plus aucune communication avec les ovaires. Et je crois que la proprio se réjouissait vraiment que je me suicide plus à ce moment-là. Ah oui, mais c'est arrivé aussi que j'ai un garde du corps, un Jedi de l'utérus, Anakin Skywalker en moins distrait. Ouais, y a rien de comparable à Padmé chez moi. Il défonçait tout ce qui voulait rentrer. Il envoyait des coups de laser à chaque tentative d'invasion. Vous avez l'image en tête ou pas ? Allez, imaginez un éventail immobile, plutôt impassible, qui paraît inoffensif de loin. Le machin, il dit rien. Pourtant, j'ai essayé d'entamer des discussions avec lui, les longues soirées d'hiver, mais rien. Le seul moment où le truc avait un tout petit peu de vie en lui, c'était pour niquer du spermatozoïde un peu trop intrusif. De loin, j'avais un peu l'impression de vivre un Roland Garros en direct, en noir et blanc. Bon, et rouge, 8 jours par mois. Avec moi pour seul spectateur. L'ennui absolu. À tel point que souvent, après la guerre des gamètes, je me suicidais. Again. Après, il y a aussi des fois où ça m'arrive d'aller squatter ailleurs que dans ma chambre de bonne en pensant que je pourrais trouver plus grand et plus confortable. Dans certains cas, il y a plusieurs endroits sympas où je vais m'installer sans y être invitée. Je parle pas de ta belle-mère. Des endroits comme les trompes, la vessie, le côlon, les intestins, mais je crois que ça lui plaît pas trop à ma proprio. D'autant plus que quand je m'installe, j'ai du mal à partir. Là aussi, je parle pas de ta belle-mère. Je viens foutre la bonne grosse merde partout, la 3e guerre mondiale de l'utérus. Je viens boucher les trompes, endommager certains tissus, créer des lésions, développer des kystes. Je mets à terre ma proprio. Chaos technique. Si l'armée russe avait imaginé une invasion sur le modèle de l'endométriose pour envahir l'Ukraine, croyez-moi, on n'y serait pas encore. Voilà, je me disais que j'avais assez attaqué les belles-mères pour cet épisode. Avant, j'étais plutôt peinard. Et je pouvais faire mon côlon de l'abdomen. Personne ne soupçonnait mon existence. Je parle du côlon qui colonise, pas le tuyau d'à côté. Maintenant, c'est un peu plus risqué. Quoique, même si on commence à un petit peu anticiper mes invasions, de toute façon, on croit tellement pas les proprios quand elles ont mal que j'ai encore de beaux jours colonisateurs devant moi. Bon allez, salut, je vais me desquamer. Merci beaucoup pour cette chronique. Nous allons passer du coup maintenant sur la dernière partie, le cercle des sorcières. Et nous allons accueillir du coup une nouvelle sorcière qui agrandit notre cercle. Bonjour Mégane. Bonjour Mégane, bienvenue à toi. Merci pour votre accueil. Alors on va commencer tout simplement en te proposant de te présenter et voilà, de nous parler un peu de toi, ce que tu as envie de dire de toi, de ton parcours. Voilà, on te laisse la place. Donc, je m'appelle Mégane, j'ai 34 ans, je vis à Nantes. J'ai un petit garçon qui s'appelle Léandre.
Et j'ai aussi un petit ami qui est le père de mon fils. Que dire, je travaille dans une association, je fais de la communication et je fais du handball maintenant en loisir. Voilà. Merci. Alors justement, on va aussi associer un petit peu notre thème sur la question des douleurs et l'endométriose, qu'on a commencé à parler dans le cadre beaucoup de la chronique par les cheveux blancs de Mama Yuba. Je pense que maintenant tout le monde a une bonne idée. Une petite idée de ce que peut faire l'endomètre. Et une projection imagée qui s'est faite. Et donc justement, Mégane, quand tu as entendu parler de notre sujet sur les douleurs, déjà dans un premier temps, mais aussi on viendra sur l'endométriose, quelles sont les premières pensées qui t'ont traversée ? Beaucoup de flashbacks, finalement. Oui, moi, sur mon carrelage, sur mon parquet, sur mon lit, avec des bouillottes, avec des... Voilà, c'est ces images-là qui me sont venues en premier. Et puis moi aussi, avec un petit calendrier, en me disant ah tiens, tel week-end. Donc je mettais à chaque fois que j'avais mes règles et ça tombait sur des week-ends entre copains ou des choses comme ça. Et je me disais, waouh, ça va être costaud. Mm. Donc voilà, c'est les images. C'est vrai que quand on parle de douleur, c'est personnellement ce que je vois en premier. C'est évidemment mon expérience. Mon expérience à la douleur, elle est celle-ci d'abord. Et alors justement, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus de cette expérience, si tu veux bien en parler, échanger un petit peu, ce qui nous permettra de expliquer le lien aussi pour les raisons pour lesquelles on t'a contacté et pour lesquelles tu as accepté de venir aussi. Et encore une fois, merci. Donc je te laisse prendre la parole là-dessus aussi, sur le lien, les raisons qui font que tu as envie aussi d'être présente avec nous aujourd'hui, sur le témoignage un petit peu. Ouais, effectivement, le sujet de l'endométriose, avant d'être diagnostiquée, c'est quelque chose que j'entendais un petit peu. Il faut savoir que j'ai pas eu de douleur de règles pendant des années. J'ai été diagnostiquée donc à 30 ans. Mais dès le départ, quand j'ai eu mes règles, j'ai été mise sous pilule parce que j'avais des règles abondantes, hémorragiques même. Et du coup, pendant 10 ans, enfin un peu plus, 12 ans, j'ai très bien vécu. J'avais aucune douleur, absolument rien. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, les hormones, ça va. Je pense que j'ai donné. Je vais arrêter. Pas du tout de projet de grossesse, rien, mais juste je vais arrêter pour voir ce que ça donne. Ce que dit mon corps. J'avais envie et besoin d'écouter mon corps. C'est rigolo quand même. Ouais. Enfin, je sentais peut-être quelque chose. Et donc, j'ai arrêté la pilule et les douleurs sont arrivées à ce moment-là. Et des douleurs terribles, des choses que j'avais jamais connues. Et là, je me suis dit, c'est normal. Un peu comme on en parlait, comme vous en parliez tout à l'heure. Ouais, genre, c'est normal d'avoir mal, quoi. T'es une femme, t'as tes règles, tu dois souffrir, quoi. C'est ça, je me dis, bon, je me pose pas trop la question au départ. Je me dis, plein de filles ont mal, moi aussi. Bon, effectivement, la pilule couvrait peut-être ce mal. Et puis, un jour, donc plus ça allait, pire c'était. Au point que je restais vraiment presque couchée 1 ou 2 jours. Et j'arrive, j'ai un match de handball donc avec mes coéquipières et au départ, je me dis je ne vais pas pouvoir y aller en fait. Et je me fais violente, j'y vais. Je rentre dans le camion parce qu'on partait jouer à l'extérieur. Donc je rejoins toutes mes coéquipières. Et là, il y en a une qui me voit. Donc je lui dis j'ai mes règles, j'en peux plus, c'est trop difficile. Et là, elle me regarde, elle me dit tu sais... je me fais dépister la semaine prochaine. J'ai l'impression de me voir quand je te vois, en fait. Elle me dit, va te faire dépister. Et donc là, ça a été Et donc, j'ai minimisé. J'ai dit, non, mais tu sais, j'ai juste mal 2 jours sur 7, ce qui est énorme. je ne vis pas pendant 2 jours. Mais ça va, t'inquiète pas. Non, je pense pas que ce soit l'endométriose. Alors, je pense qu'on a peur aussi un peu de ce mot, endométriose, et de tout ce que ça implique derrière, ce qui est dommage. Du coup, je me suis dit, ok, tu te fais dépister, je me fais dépister. Et donc, il s'avère qu'effectivement, j'avais une endométriose assez sévère. Voilà, et c'est à partir de là que les traitements, moi, m'ont bien aidée. Et bon, voilà pour la petite histoire.
Ok, ouais, pas facile du coup, hein. Vraiment cette errance médicale et le fait de toutes les pensées qu'on peut avoir sur les règles, c'est douloureux, tout ça. Du coup, tout ça, ça peut cacher une réelle maladie au final, quoi. C'est toutes les représentations sur la douleur que peuvent porter les femmes au quotidien, à cause de leurs règles notamment. Voilà, ça peut camoufler des maladies, une réelle maladie, quoi. Complètement. Qui impacte la vie quotidienne. Et cette endométriose, c'est quand même quelque chose, on l'a vu, qui est assez récent. On voit que ça bouge. On en a parlé un petit peu ensemble avant d'enregistrer le podcast. On voit bien que ça commence à bouger un petit peu. Il y a de plus en plus de témoignages. Et c'est bien, c'est positif. Et on espère que d'autres personnes qui écouteront ce podcast pourront peut-être aussi se dire... Ok, là peut-être que moi aussi je suis concernée et en effet je peux me faire diagnostiquer. Est-ce que tu pourrais justement, pour permettre à ces personnes-là de savoir un peu comment ça marche, vers qui se diriger pour tout simplement démarrer une démarche pour le diagnostic? Oui, complètement. Alors déjà, il faut effectivement pas minimiser les douleurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper important. Quand on a mal, même un petit peu, ça peut cacher quelque chose. Il y a des grosses endométrioses avec très peu de symptômes. Donc, et à l'inverse, Alors attendez, je reprends. Il y a des endométrioses importantes avec des petites douleurs et des grandes douleurs et des petites endométrioses. Voilà, j'y suis. Donc, il faut vraiment pas minimiser les douleurs. Et dès qu'on a un doute, aller voir donc son gynécologue ou sa sage-femme en fonction de comment on est suivi. Et demander une échographie ou un IRM. Alors, quand je dis demander, c'est parce que moi, je l'ai demandé, par exemple. J'étais avec pourtant une sage-femme hyper ouverte. J'ai été un peu déçue, d'ailleurs. Ouais, c'est quand même dommage que ce soit la patiente de suggérer... Bon, après, je blâme pas, hein, parce que je pense que on est encore aux prémices de ces diagnostics-là, et puis de penser à l'éventualité que la patiente pourrait avoir de l'endométriose, mais quand même, c'est désolant de voir que c'est les patientes qui doivent faire la démarche de demander « Excusez-moi, peut-être que ce serait pas mal de faire une écho ou une IRM pour voir, quoi. » C'est quand même problématique. C'est extrêmement problématique. Et moi, j'en étais arrivée là où je lui ai dit... tu me prescris, parce qu'on se tutoyait, c'était en plus une sage-femme dans le cadre du réseau Gynenco, donc avec des pratiques plutôt... safe et... Exactement. Ouais. Et donc je me suis dit, mais pas toi, enfin je dis, s'il te plaît, maintenant tu me prescris cette échographie. Elle était là, bon, tranquille, Mégane, tu sais, elle me disait pas que les douleurs c'était normal, mais elle me disait tranquille. Peut-être parce que j'avais l'air hyper stressée, j'en sais rien. Relativiser aussi peut-être. Peut-être qu'elle essayait aussi de relativiser, et c'est ce que j'appréciais chez elle, effectivement, c'est qu'elle était très rassurante, etc. Mais là, c'était trop. C'est à ce moment-là, du coup, que tu as pris conscience aussi que tes douleurs, c'était difficile de les vivre au quotidien et que tu avais besoin que, éventuellement, s'il y a une maladie, qu'on mette des mots dessus, un diagnostic et un traitement, quoi. Clairement. Mon amie, du coup, ma coéquipière de handball, m'avait vraiment dit, je crois, franchement, j'ai l'impression de me reconnaître, je crois. Et moi, c'est ouvert à moi la possibilité, effectivement, d'avoir moins mal, mais les inquiétudes aussi. Les inquiétudes, notamment dues à la fertilité. Je me suis dit, ok, s'il y a un problème maintenant, il faut le prendre en charge maintenant, il faut que je sache maintenant pour, alors peut-être pas envisager la grossesse tout de suite, mais moi, me rassurer, me dire, attends, ça se trouve, je pourrais jamais avoir d'enfant. Ouais. Or, j'en ai eu envie toute ma vie, et enfin, je crois. Et ça, c'était l'inquiétude plus. Et donc, j'ai demandé à ma sage-femme de me prescrire cet écho. Je suis allée dans un centre spécialisé en endométriose. Alors, à l'époque, je vivais à Paris, donc à Saint-Joseph, où là, on m'a fait une échographie, et tout de suite, on a vu que j'avais une endométriose. Et alors, par contre, c'est pareil, la manière dont on me l'a dit, on m'a dit « Ah oui, alors il y a endométriose et il y en a un peu partout. » Point. Sympa. Ok, donc il y en a un peu partout. Tiens, cadeau. Hop. C'est cadeau, tout en sachant que le professionnel qui va vraiment vous dire ce que vous avez, si vous pouvez avoir un enfant ou pas, ou enfin tout ça, il est 6 mois plus tard. Donc, on repart avec sous le bras le fait qu'on a une endométriose, qu'on ne sait pas la gravité de l'endométriose. Et qu'on en a partout. Et qu'on en a un peu partout. Oui, est-ce qu'on t'a expliqué aussi ce que c'était finalement l'endométriose, ou c'était une démarche que tu as faite par toi-même ? Par moi-même, quand on va faire l'écho,
c'est un peu à la chaîne. Alors Ok. aujourd'hui, je pense que les choses ont changé, j'y reviendrai après, mais la prise en charge est différente parce que j'ai des amis qui sont prises en charge maintenant par ce type de centre. Là, moi, mon schéma, c'était, donc on arrive, on fait l'écho, on vous donne un rendez-vous de chirurgien un peu plus tard. On vous dit quand même d'aller voir une sage-femme pour vous mettre sous contraceptif, puisque la pilule stoppe un peu stoppe les règles, donc stoppe les douleurs et la progression de la maladie. Et s'il y a un truc qu'on vous dit qui est vraiment pas mal, que j'ai vraiment aimé à Saint-Joseph, c'est aller voir une psy. Ok. Alors, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus si Oui. c'est Anastasia Ouais, Orange, c'est vrai qu'il y a un peu. qu'en fait, on va conseiller aux femmes d'aller voir une psy et puis aux hommes, on va donner des médicaments. Bon, là, pour le coup, là, on m'avait fait les deux. Mais moi, cette psychothérapie, elle a été salvatrice. Enfin, elle m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai trouvé que c'était un super conseil. Donc, je suis repartie avec un diagnostic, mais ne sachant pas ce que j'allais trop devenir, entre guillemets. Ce qu'il allait advenir de ce diagnostic. De ce diagnostic. Et du coup, pas l'idée, mais le conseil d'aller voir une psy. Et donc, mon rendez-vous chirurgien intervenait 6 mois plus tard. Et pendant ces 6 mois, donc une petite errance quand même, où là, je me suis nourrie de vidéos YouTube, de tout ce que je pouvais trouver. Et il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, franchement, il n'y avait pas grand-chose. C'était tout le temps les mêmes vidéos. J'essayais d'aller voir s'il y avait de nouvelles choses. Et là, quand j'ai su que vous m'aviez invitée, je suis retournée voir un peu ce qui se faisait et ça n'a rien à voir. Et du coup, ça arrive peut-être un peu tard dans la discussion, mais est-ce que toi, avec tes mots, avec tes connaissances et l'information que tu as, tu peux nous résumer rapidement ce qu'est l'endométriose? Parce qu'on n'a pas fait de petits focus topos là-dessus. Ouais. Alors, l'endométriose, c'est l'endomètre qui rentre dans le corps, grosso modo. Alors, on ne sait pas vraiment de quelle façon l'endomètre qui tapisse l'utérus, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, et qui, du coup, qui tombe se desquame une fois par mois. On ne sait pas vraiment encore clairement de quelle manière elle rentre dans le corps, mais elle rentre dans le corps. Et ensuite, elle vient tapisser donc d'autres organes et coloniser d'autres organes. Ça peut monter jusqu'au cerveau, au poumon, au cerveau. On en a retrouvé au cerveau. Pas chez moi, bien sûr, mais voilà. Mais c'est arrivé, quoi. C'est arrivé. Et donc, de la même façon que ça gonfle dans l'utérus, ça gonfle de la même façon ailleurs, et ça tombe. Sauf que quand ça tombe dans votre corps, ça ne ressort pas. Voilà. Il n'y a Par pas de définition. moyen d'évacuation. Donc, ça vient abîmer les tissus. Et donc, ça crée effectivement, ça peut créer des nodules, ça peut créer des kystes, ça peut créer de l'adhérence entre les organes. Votre rectum se retrouve soudain collé à la muqueuse, à l'utérus et à la vessie parfois. Donc tout est vraiment... Et donc là, ça crée aussi des douleurs au-delà de... Enfin, donc du coup, vos tissus ne sont plus sains, ne sont plus oxygénés comme il faut. Donc tout ça, ça fait très très mal. Voilà. Oui, donc en fait, pour résumer, c'est au-delà des douleurs de simples règles, c'est des douleurs qui vont toucher différents organes, qui peuvent créer des douleurs à d'autres... Par exemple, il y a des endométrioses qui peuvent toucher les nerfs aussi et créer des douleurs de sciatique, par exemple. Complètement. Des douleurs lombaires, etc. Voilà, Donc chaque douleur, quelle qu'elle soit, on doit finalement potentiellement questionner parce qu'en fait on pourrait s'attendre à ce que ce soit une douleur située plutôt dans le bas-ventre au moment des règles, là où en fait de ce qu'on entend c'est finalement non, chaque douleur, que ce soit une douleur de sciatique, ouais, c'est une ça, douleur, si elle est chronique, je pense que... on Exactement. doit questionner en tout cas et doit amener un échange avec un professionnel une professionnelle du domaine de santé, quoi. Exactement. Par exemple, après ma césarienne, je pense que ça a remué un peu des petites choses, voilà. Et suite à ça, pendant 1 an, je me suis réveillée le matin avec une douleur en bas du dos. Et en fait, on a découvert que c'était l'adhérence de mes organes qui était un peu tirée vers le bas et qui, du coup, me faisait des douleurs affreuses dans le dos. Donc, c'est vrai que chaque petit signe doit être pris en compte, quoi. Et quel traitement on t'a apporté? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as parlé de la pilule aussi, qui est transmise de manière... pilule. Je ne sais pas si c'est forcément pilule, mais en tout cas, une contraception hormonale pour essayer de soulager, ça peut. Est-ce qu'il y a d'autres traitements? Et ce traitement, j'ai l'impression qu'il
devrait être différent d'une personne à une autre, puisque j'ai l'impression que j'entends un problème qui peut toucher les nerfs, ça peut toucher d'autres organes. J'ai l'impression que du coup, ça signifie potentiellement d'autres médicaments ou c'est le même? Est-ce que tu... La pilule. Je pense que je suis pas médecin, mais en tout cas, des amis que j'ai autour de moi, assez systématiquement, c'est quand même la pilule continue qui est prescrite. Donc, ça stoppe les règles. Et les douleurs sont censées disparaître. Moi, ça fonctionne. Okay. Donc, j'ai pas cherché d'autres traitements. C'est vrai que j'ai déjà aussi entendu, alors pas autour de moi, mais dans des podcasts, des ménopauses artificielles, etc. Alors ça, je pourrais pas en dire plus parce que je maîtrise pas. Mais cette pilule continue qui arrête les règles, toutes les douleurs ont disparu chez moi, par exemple. Après, il y a la chirurgie aussi, qui existe. Il y a la chirurgie qui existe. Alors, c'est vrai que la chirurgie, on en fait de moins en moins, on la conseille de moins en moins. Pourquoi ? Parce que l'endométriose ne part jamais définitivement. Donc, en fait, c'est quelque chose qui revient. Et d'ailleurs, quand j'avais vu mon chirurgien, il m'avait dit, j'avais adoré d'ailleurs sa façon de faire, ça fait un peu usine à gaz, mais il m'avait sorti un schéma, il m'avait entouré mes organes, il m'avait dit, là, c'est OK. Là, c'est OK. Et en fait, c'est tellement rassurant parce que ça fait 6 mois que t'es paumé et on te dit là, c'est OK, là, c'est pas OK. C'est clair, c'est simple, c'est limpide. C'est super cool. Et donc, il m'avait dit, vous voulez un enfant ? Parce qu'effectivement, c'est la question qu'on pose. Et je vais pas mentir, c'était ma question aussi. C'était un sujet important pour toi aussi. Très important. Et il m'avait dit, bon, voilà le protocole qu'on va mettre en place. Vous prenez cette pilule pour reposer un peu votre corps. Si ça fonctionne, évidemment. Si ça fonctionne pas, on trouvera autre chose. Ensuite, vous arrêtez 6 mois. Votre pilule continue, vous essayez de tomber enceinte. Si ça ne fonctionne pas, vous la reprenez. On arrêtera 6 mois à nouveau. Et là, si ça ne fonctionne pas, on fera l'opération. Voilà, l'opération, il est vraiment en vue d'une grossesse pour un peu assainir tout ça et faire en sorte que un fœtus puisse se sentir bien là et y rester. Mais l'opération n'est plus conseillée. Vraiment, n'est plus conseillé. Et puis d'ailleurs, c'est hyper risqué comme opération parce que ce soit au niveau, par exemple, du rectum ou de la vessie, il y a tellement de nerfs. Et c'est tellement risqué finalement de gratter tout ça qu'effectivement, on envisage ça principalement pour une grossesse. Je parle comme une médecin, mais pas du tout. C'est vraiment ce qu'on m'a... Et ça, je l'entends un peu partout maintenant. L'opération, c'est plus systématique. C'est plutôt en cas de... Enfin, dans des cas particuliers, quoi, j'imagine. Ouais. Je pense aussi. Je pense que ça se trouve, l'opération est nécessaire pour certaines personnes. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui a une endométriose, qui a un objectif de grossesse. Et voilà. Donc, en fait, la solution proposée aux femmes, c'est soit subissez, soit prenez la pilule. Enfin, en tout cas, de manière assez résumée, il n'y a que la pilule qui permet aux femmes de moins subir au quotidien les douleurs, pour certaines en tout cas. Parce que tu disais que c'est pas une évidence que toutes les personnes n'aient plus mal en prenant la pilule, quoi. C'est ton cas, mais pas toutes, quoi. C'est ça. Non, il y a d'autres choses, évidemment. Il y a des régimes alimentaires particuliers. Alors, je sais pas si ça fait vraiment ses preuves aujourd'hui, mais il y a des personnes qui arrêtent le lactose, le gluten. Apparemment, ça a des effets. Ça aide. Mais c'est des choses que moi, personnellement, j'ai pas pu tester. C'est pas forcément évident à mettre en place aussi, un régime sans gluten, sans PLV. Franchement, je vais pas vous mentir, moi, je m'en sentais incapable. Enfin, j'ai entendu ça et je me suis dit, waouh, bon, d'abord, je vais accepter le fait que j'ai une endométriose. Que peut-être que j'aurai pas d'enfant, que peut-être que ma vie sera un enfer, et que... Mais sans beurre, non. Mais sans beurre, ce n'est pas possible. Non, en vrai, je l'ai pas du tout envisagé. J'étais trop... Enfin, je me suis dit, bon, on va essayer la pilule, parce que je trouvais ça facile et moins contraignant, et j'avais trop de choses en tête pour arrêter le beurre. Ouais. Enfin... Le pain beurre. C'est la vie, le pain beurre. Ce que je trouve incroyable aussi, c'est ce parcours. En fait, c'est toutes ces étapes de latence, de réflexion. Et quand tu dis, un des meilleurs conseils, ça a été de m'orienter vers un suivi, un accompagnement psychologique. Ça peut s'entendre parce que les moments en effet, d'errance sans avoir d'informations, j'ai envie de dire, c'est presque dès le début qu'il est nécessaire pour être accompagné. C'est d'une difficulté. Et puis toutes ces
toutes ces questions que tu t'es posées, toutes ces inquiétudes, tu t'es projeté sur je vais avoir une vie de souffrance, ok, il faut que j'accepte ça. Rien que cette question-là, elle est d'une douleur, je vais reprendre le terme, ça, alors qu'on le dit dans notre podcast, plutôt en jouir, on a plutôt envie de jouir de la vie plutôt que de vivre dans ces douleurs. Oui, c'est ça, il y a les douleurs physiques, puis en plus il y a la douleur de l'errance médicale, de l'errance du diagnostic. Puis après, une fois que tu as le diagnostic, il y a encore d'autres nouvelles douloureuses, comme tu parlais d'infertilité tout à l'heure. Effectivement, l'endométriose, ça peut découler sur l'infertilité. Donc voilà, il y a toutes ces douleurs, outre les douleurs physiques à proprement parler. Ouais. Et donc, c'est comment être accompagné pour jouir de cette vie, être accompagné de manière à vivre, en fait. Juste vivre et ne pas rester là-dedans. Et la prise en charge, et encore, on le dit, ça a évolué. C'est ce que tu nommes aussi entre hier et aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Et j'espère que demain, ça va être encore plus fort. Mais il y a encore beaucoup de représentations. Enfin, moi, j'entends énormément de clichés sur la question des règles, sur les douleurs de manière générale chez les femmes, mais aussi, et dans le domaine médical aussi, on l'entend. Est-ce que toi, je raccroche à ça en même temps, mais est-ce que tu as entendu des représentations, des clichés qui t'ont amené aussi des fois à minimiser, même avant d'être diagnostiquée sur ton endométriose? Eh quand j'étais souffrante, pas tant que ça. J'ai été sans doute avant, oui, effectivement, comme tout le monde, j'ai entendu t'es une fille, t'as tes règles, t'es sale. Enfin, ça, c'est des choses, effectivement, quand on est gamin, ça fuse. Et ensuite, moins. Et quand j'avais mes douleurs, j'ai eu la chance d'être hyper bien accompagnée par mes chefs, par exemple, au boulot. Ok, super. Ouais, génial. Alors, j'ai eu la chance aussi de tomber sur un chef qui avait une fille qui avait de l'endométriose. Ouais. Donc, dès que j'envoyais un message ou quoi que ce soit, je disais clairement, je ne peux pas venir. On me disait, ne viens pas et repose-toi et prends le temps et il n'y a pas de problème. Il y a aussi mes coachs au handball, mes coéquipières qui ont été hyper aussi soutenantes, plutôt dans la bienveillance, plutôt t'as mal, mais si t'as mal, ne viens pas au match, c'est pas grave. Voilà, mes amis, énormément. Ouais, ok. Je suis plus tombée sur des gens qui savaient pas ce que c'était et qui demandent, et voilà, mais pas de... Non, je n'ai pas été confrontée à ça et c'est plutôt cool. Ouais, la place de l'environnement soutenant, mais en plus l'environnement professionnel aussi. Comme tu dis, les conséquences de jours où tu es juste au lit et tu peux pas sortir de chez toi, comment tu fais professionnellement? Enfin, on en a parlé dans le podcast précédent, dans l'épisode précédent. On en parle des règles, des douleurs et de la charge. Enfin, pourquoi cette charge n'avait pas pris en compte au niveau économique dans notre société? Ça a été soulevé, mais là j'entends il y a eu une vraie prise en considération. Et donc c'est aussi à la charge individuelle. Chaque personne en fait doit avoir cette démarche d'aller vers ces personnes. Et après, si les politiques voilà, tout le reste peut suivre, ce serait chouette. Ce serait chouette, oui. Et justement, je continue un petit peu, je vois l'heure qui tourne aussi. Est-ce que tu as des références, parce que tu as beaucoup parlé de podcasts, oui, c'est vrai. tu as peut-être de livres, tu as parlé de chaînes YouTube. Est-ce que tu as des références que tu pourrais transmettre aux personnes qui vont nous écouter, qui vont peut-être se dire aussi j'aimerais bien creuser la question parce qu'en fait, je me sens soit concernée, soit je connais quelqu'un, ou tu as parlé de, parfois ça peut être notre fille, par exemple, qui peut être dans cette situation. Est-ce que tu as des références? Moi, j'en ai noté aussi quelques-unes en plus de celles que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, j'ai pas de référence particulière parce qu'encore une fois, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Et c'est vrai que moi, une fois que j'ai eu mon diagnostic, mon traitement, c'est vrai que j'ai essayé un peu de prendre du recul. Ouais, prendre du recul après cette année où j'étais que dedans, à me nourrir que de ça. J'ai pris beaucoup de recul. Mais il y a effectivement un lien qu'un ami à moi, Pierre, m'avait passé sur... donc c'est un basketteur qui s'appelle Ali Traoré, qui avait une chaîne Twitch et qui a invité une basketteuse, la meilleure basketteuse du monde, qui s'appelle Sandrine Gruda. J'ai noté les noms parce que j'avais trop peur d'oublier. Et qui l'a invitée dans son émission à ne pas parler de sport, mais à parler d'endométriose. Trop bien. Génial. Ouais, c'est clair. Super démarche. Et donc Sandrine Gruda parlait de la manière dont elle vivait l'endométriose dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, puisqu'elle est basketteuse professionnelle.
Et Ali Traoré, du coup, a parlé aussi de son expérience de l'endométriose, puisque sa femme est aussi atteinte d'endométriose. Et j'ai trouvé ça absolument génial qu'on en parle dans le milieu du sport. Complètement. Et qu'un homme invite une femme pour en parler dans son émission sur sa chaîne Twitch. J'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est un ami, en plus garçon, qui m'a envoyé ça aussi. J'ai trouvé tout ça formidable. Et donc, c'est chouette. Ouais, t'es bien entourée. Clairement. Et cette émission-là, elle m'avait marquée. Okay. Donc voilà, si vous pouvez la retrouver, je la trouve vraiment hyper intéressante. Si on la retrouve, on la mettra dans le lien du podcast. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les références sont bonnes à prendre. Je pense qu'il se fait énormément de choses là-dessus. Moi-même, j'avais eu envie de parler d'endométriose aussi je me suis dit, ce serait génial, un podcast sur l'endométriose où on parle du parcours, du début vraiment à la fin. Il doit y en avoir, je pense. Il doit y en avoir. On regardera. Et on pourra rajouter. Moi, j'ai vu un livre la dernière fois. On avait déjà préparé un petit peu les écrits et je suis tombée dessus, forcément. Comme quoi, quand on regarde un peu plus les sujets, on tombe dessus. Et j'ai vu l'endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans. J'ai trouvé ça chouette de voir aussi, parce que c'est vrai qu'on pense souvent en projection plus adulte et les règles, elles arrivent potentiellement beaucoup plus tôt. Et en fait, ces jeunes de 15-25 ans, même je pensais au collège-lycée, je me suis projetée pour des jeunes qui sont peut-être touchés par l'endométriose, mais qui n'ont pas été diagnostiqués et pour qui ça doit être particulièrement compliqué d'aller en cours et de ne pas être compris avec toutes les représentations. Tu as nommé que même les représentations sur les douleurs, c'était peut-être plus quand tu étais jeune que ça venait. Et en effet, moi, dans le cadre de mon travail, c'est ce que je vois aussi, beaucoup de clichés, beaucoup de représentations. Et je me dis... ok, c'est plutôt pas mal. Donc on mettra la référence du livre aussi. Ça peut être intéressant. Ça peut être chouette. Après, on mettra les références qu'on a pu citer tout le long. Si on en voit d'autres, bien sûr, on les rajoutera. C'est pas exhaustif et on vous invite tous et toutes à partager. À partager derrière sur les réseaux, parce qu'au contraire, plus on en parle et plus ça permettra à des personnes de creuser, et puis ça peut générer aussi des recherches supplémentaires qui manquent, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore du taf sur cette question. Et qu'aimerais-tu dire justement aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a une petite phrase, un mot, quelque chose ? Une longue phrase. Tout est pris. Tout est possible. J'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous. Si autour de vous, vous avez des personnes atteintes d'endométriose, posez des questions, demandez-leur. Si vous avez oublié ce que c'est, parce que j'ai des amis qui peuvent me demander ce que c'est, puis oublier. Donc du coup on réexplique, c'est pas grave. Et j'invite aussi, on parlait de la prise en charge jeune, donc c'est en train de changer vraiment, parce que j'entends aussi dans mon cercle d'amis des jeunes filles qui aujourd'hui à 17 ans vont faire des échos, vont faire des IRM, sont diagnostiquées, sont prises en charge. C'est super. Et ça c'est super important, donc je vous invite vraiment autour de vous à sensibiliser les plus jeunes sur la douleur, c'est pas normal. On n'est pas censé souffrir comme ça, et on a tendance à minimiser. Donc même si c'est une toute petite douleur, c'est une écho, parfois il faut forcer votre sage-femme à vous la prescrire. Non mais allez-y, le dépistage c'est super important, ça évite plein de complications après, parce qu'il n'y a pas que la grossesse, effectivement, il y a tout ce qui peut venir derrière quand les tissus sont abîmés, quand on a des kystes, quand on a etc. Complètement. Donc parlez à vos enfants, n'hésitez pas à emmener vos filles, vous faire dépister, en parler à vos amis. Et puis se faire confiance, en fait, se dire là j'ai mal, je vais aller consulter, je vais demander, écouter son corps, se faire confiance sur ce qu'on ressent, et puis ne pas faire fi de ce que dit notre corps. Exactement, et j'insiste aussi sur le fait que assez tôt, pour certaines pathologies ou autres, on nous prescrit des hormones. Si ça fait 10 ans que vous êtes sous hormones, arrêtez 6 mois, juste pour voir ce que ça donne, juste pour voir comment votre corps va vous parler. Et moi, ça m'a vraiment sauvée, parce que je pense que sinon, je serais encore... sauvée entre guillemets, mais je pense que je serais encore... je ne saurais peut-être pas encore aujourd'hui que j'ai l'endométriose si je n'avais pas fait cette pause. Voilà, donc les hormones, ça peut aider vraiment, mais c'est bien aussi de laisser le corps aussi parler. Exactement.
On termine avec notre dernière question. Ouais. Une question phare. Est-ce qu'il y a une sorcière qui t'inspire je sais pas, pour qui t'as une petite appétence Sorcière au sens large. Hein. Oui, au sens large. Mais pourquoi pas on veut le rajouter si tu veux dans le Mais gloss. ça veut rien dire au sens large. Au sens large, du coup. J'ai essayé, je me doutais qu'on me poserait la question. J'ai essayé d'y réfléchir. C'est compliqué de trouver la sorcière. J'ai pensé tout de suite à la sorcière de la rue Mouffetard, qui, pour être belle, doit manger une petite fille. Et ouais, super, excellent. C'est sympa. J'ai fait une tête un peu étrange. Ouais. Donc, C'est quoi cette histoire? Je connais pas du tout. Ouais, c'est les contes de la rue Broca. Et donc, j'ai pensé tout de suite, c'est la première sorcière à laquelle j'ai pensé parce que j'ai cette histoire en tête. Et donc, c'est une sorcière qui va absolument devenir belle. Et pour ça, donc, cette femme ne m'inspire pas. Je tiens à vous le préciser. Je ne mange pas les petites filles. Je ne mange pas les petites filles. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Je trouve ça intéressant d'en parler. La représentation. Voilà, pour être belle, il faut, pour une femme, pour être belle, une sorcière pour être belle, doit faire des choses complètement affreuses. Et donc cette femme ne m'inspire pas, mais c'est la première sorcière à laquelle j'ai pensé. C'est peut-être une petite... Et en plus, tu nous fais un écho sur l'épisode 1 qui est magnifique quand même. Clair. Hein. Ouais, c'est ça à quoi je pensais. Ouais. Trop bien. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, on peut aussi avoir des sorcières qui nous inspirent pas et qu'on a envie de citer. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Genre, ne mangez pas les petites filles comme cette sorcière, s'il vous plaît. Écoutez notre épisode 1 sur peut-être justement sur les injonctions à la beauté, à la jeunesse. Ça peut valoir le coup du coup. Ce n'est pas un tips beauté. Non. Encore merci Mégane pour ce temps, Avec grand plaisir. pour cet Merci échange beaucoup. qui était super. Et on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Peut-être qu'il y aura des liens, encore une fois. Il y aura des liens, sûrement. Avec aujourd'hui. Ouais. Merci à tous. Merci et à toutes. tous, on vous retrouve bientôt. C'est pas fini. Chouette, balai et marmite qui frétillent. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode.